Bonsoir et bienvenue dans le 22 minuit. Toute l'actu vue du Sud, voici les titres de ce journal. Maury Ducrot, c'est fini à l'Estac à Marseille. L'agence fait partie des 48 sites français contraints de tirer le rideau. Une nouvelle pelouse pour le Vélodrome, 180 000 € de travaux pour éviter qu'un match ne retombe à l'eau comme le week-end dernier. C'est une filière qui ne connaît pas la crise. Les Compagnons du Devoir forment 4000 jeunes dans toute la France. Les portes sont ouvertes à Baillargues jusqu'à demain. Après le temps des pianos-bars, voici celui des pianos-gares. Nîmes est la 23e ville à participer à cette opération lancée par la SNCF. Et d'abord, cette mauvaise nouvelle pour la centaine de salariés de Maury Ducrot à l'Estac à Marseille. Le site fait partie des 48 agences françaises dont la fermeture est confirmée. Seules 2000 personnes sur les 5000 salariés dans l'Hexagone vont conserver leur emploi. À l'Estac, c'est bien sûr la consternation, même si les employés s'y attendaient. Marguerite Kioch. La crainte de Pôle emploi. Sur les 80 salariés de Ducrot à l'Estac, seule une quinzaine d'entre eux retrouveront un poste sur le site du transporteur Open Mirabeau. Nous, à l'agence de l'Estac, on s'est investi à fond, on a donné notre corps, on a donné notre âme, on a fait le maintien de nos clients, on a tout fait, on a laissé la neutralité pour que les clients puissent rester et aujourd'hui, voilà le remerciement qu'on nous fait. Le potentiel repreneur, Arcol, est également actionnaire principal de Maury Ducrot. Hier, il a amélioré son offre, il promet par exemple, en plus des indemnités légales, 7 000 € pour chaque salarié qui ne sera pas reclassé dans l'entreprise, largement insuffisant pour les employés. Il faudrait que le gouvernement essaye de faire un maximum de choses pour essayer de faire un peu plus d'efforts à Arcol Industrie pour qu'il nous donne un licenciement digne. Les Maury Ducrot vont-ils à nouveau se mobiliser ? Leurs principaux syndicats devaient se prononcer dans la soirée sur le plan de reprise proposé par Arcol. Les difficultés du numéro 2 français du transport de messagerie étaient connues, 79 millions de pertes en 2013. Le tribunal de commerce doit se prononcer le 31 janvier. Dans le département des Bouches-du-Rhône, l'entreprise des Pennes Mirabeau reste par contre ouverte. Reprise progressive du trafic des TER ce soir. Après l'agression d'un contrôleur en gare d'Avignon TGV ce matin, il y a beaucoup de trains retardés et annulés. Un couple de voyageurs qui n'avait pas de ticket a agressé physiquement un agent sur le quai, le menaçant d'un couteau. Ses collègues ont alors exercé leur droit de retrait. Près de 7, les dernières analyses microbiologiques de l'étang de Thau ne sont pas bonnes. En conséquence, la récolte des huîtres et des moules est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Les coquillages récoltés avant le 21 janvier ne sont pas concernés et peuvent donc être commercialisés. De nouvelles analyses sont prévues dans les prochains jours. Et on ouvre à présent une page municipale. En délicatesse avec le PS depuis ses différentes mises en examen, Jean-Noël Guérini dénonce ce qu'il appelle les petits arrangements au sein du Parti socialiste pour ces municipales. Lors de ses traditionnels vœux à la presse, aujourd'hui, le président du Conseil général des Bouches-du-Rhône indique qu'il va soutenir Lisette Narducci dans le 2e secteur à Marseille. La tête de liste PRG fera face au candidat socialiste et président de la communauté urbaine Eugène Caselli. Apportera-t-il le même soutien inconditionnel au vainqueur des primaires socialistes, Patrick Menucci? Écoutez sa réponse. Au-delà de soutenir Mme Narducci, je soutiens personne, je ne fais aucune liste, puisque je ne suis candidat en rien au municipal. On a dit tellement de mal sur ma modeste personne, comment moi je suis fidèle à l'amitié. Vous savez, je les ai faits, mes enfants, c'était tous mes enfants. Ils ont pris une autre voie, bien leur face. Je le souhaite bonne chance. Moi, je suis fidèle à l'amitié. Jean-Noël Guérini a aussi précisé avoir payé sa cotisation d'adhérent au PS fin décembre. Le sénateur affirme qu'il sera à nouveau candidat aux élections sénatoriales à la tête d'une liste autonome en septembre prochain et qu'il se présentera au cantonal en 2015. Alors que 45 marins-pompiers marseillais sont en renfort dans le Var depuis dimanche, le bataillon a reçu aujourd'hui le ministre délégué auprès de la Défense, Kader Arif. Ce bataillon de la Marine nationale fête ses 75 ans cette année. Et pour le ministre, ces hommes et ces femmes sont la mémoire de Marseille. Les bataillons des marins-pompiers, c'est d'excellence.
C'est lié au ministère de la Défense, ce sont des marins. Ils ont donné leur vie, pour certains à la résistance, pour d'autres dans ce qui ont été des combats à la fin de la guerre, d'autres dans ce qui ont été des grands incendies dans cette ville. Ils sont inscrits dans cette mémoire marseillaise. Ils sont inscrits dans ce quotidien marseillais. Il y a une belle fierté d'avoir le bataillon ici, quoi. Oui, je crois que Marseille est marquée par leur présence, très fortement. On passe au résumé de l'actualité en bref et en images avec Sarah Lantuet-Joule. Première rencontre entre les deux François. Le président de la République a été reçu ce matin par le pape au Vatican. Le tête-à-tête entre les deux hommes a duré une trentaine de minutes. Des sujets délicats comme la fin de vie ou l'avortement ont été abordés. L'occasion pour François Hollande de rassurer le pape sur la position de la France vis-à-vis de la religion. La France, c'est la patrie des droits de l'homme et donc de la liberté. De la liberté de conscience, de la liberté de conviction, de la liberté religieuse. Une contamination des poches d'alimentation provenant du laboratoire Marette. C'est l'hypothèse la plus probable pour expliquer le décès des bébés à l'hôpital de Chambéry. Marisol Touraine, la ministre de la Santé, a révélé un 5e décès suspect qui remonterait à décembre 2012. Philippe El-Chanaoui est libre. Après avoir passé 38 ans en prison pour de multiples braquages et évasions, il est sorti ce matin de la maison d'arrêt de Fresnes. Une liberté qui restera très encadrée. Il portera un bracelet électronique pendant 2 ans. L'ancien détenu envisage de poursuivre son combat contre les longues peines et entend se battre pour la révision de sa condamnation. Opération travaux au stade Vélodrome. La pelouse est totalement renouvelée. En 5 jours, un timing serré car le match OM Valenciennes annulé samedi dernier en raison des intempéries et du gazon détrempé se jouera mardi prochain pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. Sidonie Canetto. Pas de temps à perdre pour les équipes techniques. En 5 jours, les travaux doivent être terminés. Un chantier en 4 temps bien précis. Réfection du réseau de drainage, déplaquage de la pelouse, aération des sols et repose du gazon. Une nouvelle pelouse posée sur près de 9000 m² et épaisse de 5 cm pour un coût de 180 000 €. C'est pas la ville de Marseille ni les contribuables qui vont payer, c'est Arema qui a compris qu'il était responsable de cet état de fait, puisqu'avec les travaux, les drains ont été endommagés, donc l'eau n'a pas pu s'écouler. C'est Arema qui prend en charge la dépense entière de cette opération. Un coût qui ne sera pas, selon la mairie, aux frais du contribuable. Pourtant, déjà le 10 janvier dernier, un tiers de la pelouse, soit environ 3000 m², avait déjà été changé en vue de la réception de Valenciennes. Rencontre prévue à l'origine le 18 janvier et reportée en raison des intempéries. Et cela avait coûté déjà 80 000 € aux Marseillais. Et ça se fait avec l'argent du contribuable. Force est de constater qu'ils n'ont pas ni anticipé, ni fait les choses dans les règles de l'art. Parce que ce qui aurait pu être anticipé ne l'a pas été. Et qu'on se retrouve aujourd'hui avec une pelouse qui est catastrophique, qui empêche le beau jeu, qui empêche tout simplement le jeu. Mais la pelouse n'est pas le seul point noir dans ces travaux. Une pétition circule sur les réseaux sociaux et Internet concernant la non-étanchéité du toit constatée par les supporters lors du dernier match à domicile. C'est une tradition qui remonte au Moyen-Âge. Les maisons des Compagnons du Devoir ouvrent leurs portes jusqu'à demain partout en France. Cette filière d'excellence forme à près d'une trentaine de métiers. La maison des Compagnons de Bayargues accueille 50 jeunes âgés de 15 à 25 ans. Un reportage de Marlène Mec. C'est vrai que le gant, c'est pas bon à la scie à ruban. Tenue inadaptée, poste de travail dangereux. Après 6 semaines passées en entreprise, ces apprentis métalliers échangent leurs expériences. Pour cette classe d'une vingtaine d'élèves, c'est reparti pour 2 semaines de cours. Depuis le mois de septembre, Michael prépare son CAP en alternance chez les Compagnons du Devoir, bien différent d'un cursus classique. Ah oui, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir du tout avec la fac. La fac, on est plus chacun pour soi. Il y a des gros groupements. Ici, c'est vraiment tous ensemble. On mange tous ensemble. C'est bien, cette ambiance familiale un peu. Comme Michael, ils sont plus d'une 50aine à vivre et étudier ici à Bayargues, dont une petite poignée de filles. Leurs formateurs sont eux aussi des Compagnons du Devoir. La transmission du métier, moi l'objectif que j'ai effectivement, c'est de faire passer le CAP aux jeunes, mais c'est aussi de les rendre capables d'être autonomes. Une fois leur CAP décroché, les compagnons parcourent la France pendant plusieurs années.
Geoffrey vient de Lyon, il a choisi d'apprendre le métier de charpentier. Par le voyage, une expérience forcément riche. Par rapport au voyage, aux retransmissions qu'on nous fait par rapport au métier, les différentes techniques. Après le travail se différencie selon les régions. Pour compléter son tour de France, Geoffrey devrait effectuer un séjour à l'étranger. Le jeune homme a envie d'apprendre de nouvelles techniques au Canada ou en Asie avant de créer son entreprise et d'y former à son tour de jeunes compagnons. Il y aura Patrick Poivre d'Arvor ou Jean-François Kahn. Une centaine d'auteurs ont rendez-vous jusqu'à dimanche au 13e Festival de la biographie de Nîmes. L'académicienne Hélène Carrère d'Ancos est la présidente de cette édition. Pour elle, la biographie, c'est un genre qui a le vent en poupe. Les personnalités portent les idées. Et qu'il y a des idées toutes courses en personne, c'est extrêmement triste. Alors, pour moi, ce festival de la biographie, c'est un très grand moment. Et je crois que nous sommes sur une tendance longue maintenant, sur une renaissance de cette curiosité pour la personne. Et ça explique pourquoi je suis là. Après Paris, Marseille ou Strasbourg, c'est au tour de la ville de Nîmes de faire entrer la musique en gare. Le concept est simple, un piano est laissé à la disposition des voyageurs et ça fonctionne, comme a pu le constater Olivier Michel. En gare, il y avait le traditionnel. Désormais, il y aura aussi... Depuis un an, la filiale Gare et Connexion de la SNCF a mis en place des pianos dans ses halls de gare, un concept né en 2008 dans l'esprit de Luc Jerram, un plasticien anglais qui voulait favoriser les rencontres sur le domaine public. Plus de 1000 pianos sont ainsi installés de par le monde, dont un aujourd'hui en gare de Nîmes. L'objectif de cette opération, c'est d'amener la culture en gare, déjà, et d'amener une autre vision de la gare SNCF auprès du grand public. C'est-à-dire que la gare est un lieu de vie, et autant qu'à faire que ce soit un lieu de vie agréable et sympathique. Et lorsqu'un professeur de piano passe par là, la rencontre, aussi impromptue soit-elle, laisse place à un moment magique. Moi je voyage beaucoup, je suis entre Paris et Nîmes. Il y a ça, Gare de Lyon également depuis quelques temps, je ne sais plus exactement. En piano beaucoup plus faux parce qu'il est plus travaillé puis depuis plus longtemps sur place, mais c'est intéressant. Ici il est tout neuf apparemment. C'est étonnant, c'est surprenant. C'est magnifique. En plus, j'ai du temps à attendre. Je suis très heureux de voir que les gens ont compris que la culture pouvait nous servir à quelque chose. C'est surprenant parce qu'on ne peut pas imaginer que cette personne soit aussi douée. De quoi patienter en musique, faire des rencontres, au mieux faire naître des vocations et au pire, rater son train.